La commune de Déesse serait désormais à l'abri des coupures d'eau. La présidente du conseil départemental a inauguré ce matin la construction du second captage sur la rivière Ferry. Une réalisation symbolique en ce jour de journée mondiale de l'eau. Elle a été suivie par l'ouverture de l'antenne de l'Office de l'eau à Pointe-à-Pitre, un établissement public pour accueillir les consommateurs. Sa principale mission, renouer la confiance avec les usagers. Agonie du CHU, coupure d'eau, augmentation du chômage. La Guadeloupe traverse en ce début d'année de véritables tempêtes sociales. Que pensez-vous de cette période particulièrement agitée et préoccupante? C'est la question que nous vous avons posée ce soir. Et puis nous plongerons dans les fonds marins pour nous intéresser aux baleines. Elles ont été étudiées avec passion aux ateliers de l'Association des parents de l'enseignement libre afin de transmettre aux nouvelles générations l'amour de la science. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. La présidente du conseil départemental, Josette Borel-Lincertin, a souhaité joindre le symbole aux actes. Elle a inauguré ce matin, à l'occasion de la journée mondiale de l'eau, la nouvelle unité de captage sur la rivière Ferry à Déesse. Celle-ci viendra alimenter en milliers de mètres cubes d'eau l'usine de la Coque, mettant ainsi la commune de Déesse à l'abri des coupures d'eau, et ce même en période de sécheresse. Reportage Anne-Elisabeth Artsen, Moïse Dexter, Patrick Curie. Le second captage de la rivière Ferry vient renforcer l'alimentation en eau de l'usine La Coque, seule usine à fournir de l'eau aux Désiens. C'était un besoin pour la commune d'avoir ce deuxième captage, cette deuxième usine, surtout qu'en cette période de carême, je crois que c'était l'occasion pour moi, cette journée de l'eau, cette entrée dans le carême, de venir à côté de Madame le maire et de lui redonner très officiellement son usine. Je crois qu'il faut continuer courageusement d'investir, continuer courageusement à être, je dirais, mobilisé pour la distribution de l'eau dans notre pays. D'un point de vue technique, ce captage a deux types de fonctionnement qui diffèrent selon l'abondance de l'eau. Le captage qui est en place permet de produire 125 mètres cubes heure, ce qui correspond à 3000 mètres cubes jour. Par contre, la spécificité, c'est qu'on est 100 mètres plus bas que l'usine. Donc le captage envoie l'eau vers des pompes. Les pompes remontent l'eau sur 100 mètres et ces pompes permettent il y a deux modes de fonctionnement. Soit on fonctionne à un fonctionnement à 50% où on remonte 70 mètres cubes heure jusqu'à l'usine, ou alors on met en service les deux pompes et on produit du coup 125 mètres cubes heure. La commune se dit satisfaite de ce nouveau captage, surtout en cette période difficile qui s'annonce. Elle se tourne déjà vers d'autres projets. En plus de cette installation pour laquelle nous sommes vraiment très contents et très fiers, nous avons aussi le renouvellement des réseaux, donc plus de 7 km de réseaux repris en ce moment. Et puis la commune a engagé des dépenses aussi, des investissements pour installer des surpresseurs sur deux châteaux d'eau pour lesquels nous n'avions plus d'activité depuis un certain temps. Donc ça nous fera 2 fois 1000 mètres cubes d'eau que nous pourrons avoir et qui pourront surtout, grâce à des surpresseurs qui seront installés à ce niveau-là, desservir les points hauts, même en période de moins forte production. Livré en février 2016, ce second captage a donc été inauguré ce matin, un projet qui a pu voir le jour notamment grâce au conseil départemental qui a pris en charge la part de la commune à hauteur de 280 000 €. Et dans l'agglomération pointoise, l'heure n'est pas aux réjouissances. Si les équipes d'eau d'excellence sont à pied d'œuvre pour rétablir l'eau dans les robinets, de nombreux usagers sont toujours privés d'eau potable. On regarde d'ailleurs les quelques témoignages recueillis ce matin par Anne-Elisabeth Artsen. Hier, on n'avait pas d'eau et ce matin, ils l'ont envoyé. Alors j'espère que ça va rester comme ça. Ça ne va pas couper encore. C'est en dedans, quoi. On ne peut pas la se laver, on ne peut rien faire. C'est pas intéressant du tout. Est-ce que vous comprenez justement qu'il y ait de nombreuses coupures sur le réseau? Il paraît qu'il y a des problèmes, des fissures, des tuyaux qui pètent, en fait, des trucs comme ça. Enfin, je crois que c'est ça. Mais la rivière a toujours d'eau, la rivière, quand même. Ça manque pas. Mais coupures toute la journée, donc impossible de se laver, prévoir de l'eau. Donc c'est très pénible parce que le soir quand on rentre, il n'y a pas d'eau pour prendre une douche, pour se rafraîchir. Et en espérant que le lendemain matin il y ait quelque chose, mais non, toujours pas. Donc c'est un vrai souci. Je pense qu'il faudrait se mobiliser pour que ça change.
Et ce matin, il y avait de l'eau. Donc là, comme on est sorti, je ne sais pas si quand je vais rentrer, il y en aura. On a prévu des seaux et des bouteilles, donc on verra. Mais bon, ce serait bien que ça ne soit pas récurrent, que ça change. Il était 2h du matin quand ils ont pris l'eau. Et en fait, on a eu l'eau vers 8h du matin ce matin. Donc on est resté que toute la nuit sans eau et une partie de la matinée aussi sans eau. C'est beaucoup de problèmes parce que quand il n'y a pas d'eau le matin, quand on va aller travailler, c'est embêtant. Donc du coup, on a dû attendre que l'eau revienne et tout. Bon, l'eau est revenue heureusement. Mais bon, c'est vrai que c'est pas intéressant pour que ça arrive tout le temps, quoi, en fait. Je n'avais pas d'eau hier, j'ai de l'eau à la fin de la journée. Et depuis ce matin que j'ai dû reçu de l'eau et jusqu'à maintenant j'ai de l'eau. Mais de l'habitude que je force, c'est-à-dire on me force à chaque fois, comme tout le monde, je suis l'inconvénient comme tout le monde. Je subis tout ça ce qu'on a déjà subi, je subis pareil. Mais je trouve que c'est un peu difficile pour nous parce que je ne comprends pas comment ça se passe. Parce que dans la vie, quand je suis élevé, je n'ai jamais trouvé ça, je n'ai pas vu ça comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe en Guadeloupe, combien de temps qu'on a changé les tuyaux non plus. Parce que là, c'est quelque chose qui risque comme tous les matériels. Parce que si on s'occupait de ces trucs-là, ça ne devrait pas nous arriver jusqu'à maintenant. Et comment renouer justement la confiance avec les consommateurs régulièrement privés d'eau? C'est l'une des principales missions de l'Office de l'eau. L'établissement public rattaché au conseil départemental a inauguré aujourd'hui son antenne à Pointe-à-Pitre. Le détail avec Yvan Lemar. Cette nouvelle antenne de l'Office de l'eau aura pour objectif principal la médiation de l'eau pour accompagner les consommateurs et rétablir la confiance entre les usagers et les opérateurs. C'est apporter, je crois, au service des usagers le service que nous devons leur rendre, leur permettre de rencontrer des personnes capables de les aider à prendre en compte leur compteur, leurs problèmes. Donc la médiation qui jusqu'à présent n'était pas vraiment à l'ordre du jour. Je crois que c'est important de parler dialogue social d'un côté, de parler médiation et puis de rappeler aux usagers aussi que l'eau paie l'eau. Donc de rappeler que la mise en place des compteurs, la réfection des réseaux contribue aussi à ce que les conditions de distribution de l'eau soient améliorées dans notre département. Durant cette inauguration, plusieurs conventions ont été signées avec des collectivités. Avec Marie-Galante, les régies Trois-Rivières, la régie Nord-Caraïbes, la mairie de La Montagne, on a signé une convention dans le cadre de l'appel à projet qui a été lancé en 2017 pour équiper ces opérateurs en compteurs et en moyens de mesure nouveaux qui sont plus fiables de manière à ce que la relation entre l'usager et l'exploitant soit de meilleure qualité. Alors la convention avec Cap Excellence, c'est l'achat de 500 compteurs pour le compte de Cap Excellence pour lui permettre de remplacer ceux qui étaient obsolètes et d'améliorer justement le volume consommé, la connaissance des volumes consommés par les usagers. D'autres conventions avec la communauté d'agglomération du Grand Sud Caraïbes seront signées pour restaurer les capacités de production de l'usine de Palmiste Gourbert et réparer les canalisations de la rue Maurice-Marie-Claire de Basse-Terre. Avec ces signatures, les travaux prévus dans le cadre de ces conventions peuvent désormais commencer. Et faible mobilisation en Guadeloupe suite à l'appel national pour défendre le pouvoir d'achat et le statut. Seule la FSU chez nous avait répondu à cet appel en donnant rendez-vous dès 8h du matin sur l'esplanade à Sonis à Pointe-à-Pitre. On écoute d'ailleurs le secrétaire général de la FSU, Guillaume Marceau, interrogé par Yvan Lemar. Il y a un mouvement national qui appelait sur des motifs qui concernent aussi la Guadeloupe, les salaires, le gel du point d'indice, la journée de carence qui nous est imposée de manière scandaleuse, les suppressions de postes dans la fonction publique. Et donc, comme toutes ces problématiques-là, ça concerne aussi la Guadeloupe puisque nous sommes fonctionnaires en Guadeloupe, mais fonctionnaires avant tout. Eh bien, nous avons décidé d'appeler à ce mouvement. En France, c'était une intersyndicale. Ici, il n'y a que la FSU qui a répondu, mais on pensait que c'était primordial au vu des revendications. On a 44 postes de supprimés à la rentrée prochaine, donc on subit déjà les effets de cette politique de restriction. On pense que c'est une catastrophe pour la Guadeloupe vu la situation socio-économique. Et donc on a dit que c'était très important d'appeler à la grève. Aujourd'hui, un enseignant sur 3 était en grève. On était à peu près une centaine devant le centre culturel Sonis ce matin. Donc c'est un mouvement qui est réussi. Sans doute il y aura d'autres mouvements dans les semaines à venir, après les vacances. Mais c'était important de marquer, de montrer que même si c'est une action nationale au niveau académique, on la relaye vu la problématique.
Et non loin, à quelques pas de là, la salle des congrès du Mémorial Acte à Pointe-à-Pitre, le Conseil régional de la Guadeloupe, ainsi que le Conseil départemental et la Confédération des petites et moyennes entreprises signaient ensemble une convention de coopération régionale. Elle est destinée à renforcer les politiques publiques de l'emploi sur le territoire. Karen Diaman nous livre le détail de celle-ci. Pérenniser la politique de l'emploi dans notre archipel. Une mission largement assurée par la multitude de mutualisation des entités politiques publiques. C'est une convention de coopération régionale qui réunit 4 acteurs fondamentaux pour l'insertion justement des Guadeloupéens. Alors c'est 3 acteurs, c'est-à-dire l'État, le Conseil régional, le Conseil départemental. Vous avez aussi la Confédération des petites et moyennes entreprises et bien sûr le guichet territorial en faveur de l'insertion et de l'emploi. Venus par dizaines ce matin, les acteurs majeurs n'étaient autres que le grand nombre de chefs d'entreprise, d'entrepreneurs qui permettent à long terme de stabiliser l'insertion professionnelle. Nous avons commencé avec le lancement avec des acteurs de la formation. Aujourd'hui, nous sommes jeudi et nous sommes là avec les acteurs de la formation, mais aussi les partenaires sociaux et les différents chefs d'entreprise, des petites et moyennes entreprises. Et nous, notre rôle ici, région, à travers cette convention, c'est justement d'accompagner ces entreprises à travers nos différents dispositifs, c'est-à-dire l'aide régionale pour le démarrage d'activité, ou encore l'ARIS, ou encore les emplois tremplins, c'est-à-dire en tout cas leur donner les moyens financiers pour pouvoir justement rebooster, en tout cas donner de l'oxygène, des facultés de trésorerie à leur entreprise pour qu'ils puissent ensuite s'investir à travers l'insertion qui sera mise en place par le guichet territorial unique de l'insertion. À l'issue de cette signature, des récompenses ont été remises à certains chefs d'entreprise qui œuvrent pour l'insertion. Agonie du CHU, coupure d'eau répétée, augmentation du chômage. La Guadeloupe traverse en ce début d'année de véritables tempêtes sociales. Que pensez-vous de cette période particulièrement agitée et préoccupante? On écoute vos commentaires recueillis aujourd'hui par Patrick Curie et Moïse Dexter. Moi, je crois que la Guadeloupe ne s'améliore pas beaucoup. On ne voit pas de progrès immédiat. Vraiment, l'économie a pris un coup. Je pense que depuis Maria, vraiment, ça n'avance pas, ça ne bouge pas. On pourrait la changer en mieux. On pourrait améliorer beaucoup de choses, tant sur le plan social, sur le plan aussi personnel et puis économique. Il y a beaucoup de choses à faire. Ça va, elle est bof. J'ai pas encore découvert la Guadeloupe, donc je ne peux pas dire qu'elle est bien. Depuis le début de l'année, la Guadeloupe va être dans la bonne direction. Je dirais qu'il n'y a pas de réponse puisque je n'ai pas vu de changement significatif. Et on attend des changements positifs comme tout le monde, mais non, il n'y a rien de spécial, ni dans la mauvaise, ni dans la bonne. Moins de grève, je crois, mais plus de violence quand même dans un sens. Au niveau des jeunes, de la jeunesse, ça n'évolue pas. Franchement, non. Parce qu'on va dire qu'il y a beaucoup trop de violence en Guadeloupe. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup trop de violence. Des trucs comme ça, voilà. Je pense que les autorités ne font pas le nécessaire. Et on a encore le problème par rapport au CHU. Je pense que c'est un problème crucial pour notre pays. Dans le bon sens, je ne sais pas. Parce que pour moi, la Guadeloupe, elle est mal barrée. Mais je pense que tout va de travers. Tout va de travers et tout va à l'envers. Il manque beaucoup de choses, surtout la jeunesse, il demande beaucoup aussi. Et l'évolution, c'est les hommes politiques à faire leur travail. Et le peuple, on va suivre. Malheureusement, c'est non. Il y a trop de violence déjà en Guadeloupe, donc c'est un gros problème. Déjà, il faudrait régler le problème de la violence. Après, qu'on essaie de vivre entre nous, on puisse en love. Et notre archipel va faire face à d'autres défis, comme celui de l'évolution du niveau de la vie. Selon la dernière étude de l'INSEE, 20% de la société guadeloupéenne vit sous le seuil de pauvreté, soit avec moins de 600 € par mois. Mais ces chiffres auraient été bien plus préoccupants si le seuil fixé avait été le même que celui appliqué dans l'Hexagone. Pour nous éclairer, un spécialiste nous a rejoint sur ce plateau. Alain Plaisir, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je dois le préciser tout d'abord que cette étude a été réalisée en 2011. C'est la dernière étude sur l'évolution du niveau de vie en Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Mais son enseignement est édifiant. Elle nous apprend que le niveau de vie des Guadeloupéens est bien plus pauvre
qu'on ne le pense. Si le seuil de pauvreté appliqué dans l'Hexagone était le même qu'ici, racontez-nous, expliquez-nous. Mais effectivement, il y a eu une étude de l'INSEE qui date de 2011, mais qui vient d'être publiée, et qui nous apprend que le seuil de pauvreté en Guadeloupe est de 20%. 20% pour... alors le seuil, c'est 600 €, c'est-à-dire qu'il y a 20% de Guadeloupéens qui vivent avec moins de 600 €. Et si on compare avec la France, le seuil de pauvreté qui est fixé à 977 €... Il est beaucoup plus élevé. Beaucoup plus élevé, un tiers de plus. Et donc ce seuil est de 20% de Français sont considérés comme... Pardon, 14% de Français sont considérés comme pauvres. Et donc on voit très bien que le seuil de pauvreté en Guadeloupe, il est plus bas en termes de chiffres, mais en termes de pourcentage de gens pauvres, eh bien, nous avons beaucoup plus de pauvres qu'en France. Oui, parce qu'en fait, s'il avait été fixé à 977 € comme pour la France hexagonale, plus de la moitié de la population guadeloupéenne serait aussi considérée comme pauvre. Comment explique-t-on que l'INSEE n'applique pas le même seuil de pauvreté pour la Guadeloupe et l'Hexagone? Je crois que l'INSEE, c'est une administration de l'État. Et l'État tient à sa réputation. Donc il est difficile, au niveau de l'opinion internationale, de dire que dans un département français, il y a près de la moitié de la population qui est pauvre. 49%, ce serait de 49%. Exactement. Donc je pense que beaucoup de statistiques, comme pour le chômage, les DOM sont mis à côté. Parce que si on met les DOM dans la moyenne nationale, ça fait donc chuter, donc ça fait augmenter le nombre de pauvres en France. Et donc pour l'image de la France, ce n'est pas une bonne chose. Donc d'une manière générale, tout ce qui est mauvais, nous sommes à part. Et on s'étonne qu'il y ait des statistiques pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion, alors qu'il n'y a pas de statistiques pour les autres départements français. Il n'y a pas de statistiques pour le Lot ni la Lozère. Ça montre bien que nous sommes entièrement à part. Alain Plaisir, que savons-nous de cette tranche de la population, c'est-à-dire ces 20% guadeloupéens qui vivent tous les mois avec moins de 600 € dans leur poche? Oui, alors il y a surtout les inactifs. Donc tous les chômeurs sont nombreux, puisque l'INSEE dit qu'il y a 25% de personnes en âge de travailler qui ne travaillent pas, qui sont chômeurs. Et à l'autre bout de la chaîne, il y a les retraités. Et donc, ce sont ces gens-là qui sont pauvres. Alors, les retraités, c'est 80% des retraités vivent avec moins de 600 €. C'est véritablement un scandale. Et parmi les jeunes, quand on dit jeunes, jusqu'à 30 ans, eh bien, il y a beaucoup qui vivent avec les minima sociaux, le RSA, et donc qui n'ont pas donc, dépassé le seuil de 600 €. Et il faut rappeler aussi qu'il y a les femmes seules, parce qu'il faut noter qu'il y a beaucoup de... Elles sont plus touchées que les hommes? Oui, elles sont plus touchées. Alors je pense que peut-être que ça tient au tissu économique. Peut-être que les hommes qui sont au chômage font peut-être des jobs, se débrouillent, et donc finalement ont peut-être des revenus qui ne sont pas des revenus de salaire. Et alors que les femmes en général, quand elles ne travaillent pas, la plupart du temps, elles n'ont pas de revenus, sinon des revenus sociaux, des allocations diverses. Et que savons-nous de l'autre tranche, c'est-à-dire ces 60% de Guadeloupéens qui vivent au-dessus du seuil de pauvreté? Alors, il y a déjà une bourgeoisie guadeloupéenne, comme partout. Une bourgeoisie, c'est les gens qui ont les commerces, surtout le commerce, la grande distribution. Et il y a aussi les classes moyennes. Et dans les classes moyennes, vous avez donc les cadres supérieurs de la fonction publique et du privé qui ont un niveau de vie au-dessus du niveau médian. Mais eux, en fait, leur pouvoir d'achat a augmenté depuis les années 2000, c'est ça? Oui, c'est un peu ce qui cause les inégalités, parce qu'il y a une tranche de personnes qui ont eu des revenus qui ont augmenté, et alors que d'autres continuent à s'appauvrir. Mais en même temps, cette tranche de la population redistribue, puisqu'elle a un pouvoir d'achat beaucoup plus grand, donc elle redistribue dans l'économie locale. Oui, mais surtout les fonctionnaires, parce que heureusement qu'il y a des fonctionnaires en Guadeloupe, et que ces fonctionnaires bénéficient d'une surrémunération de 40%. Et c'est cet argent qu'on appelle les transferts publics, cet argent est redistribué sous forme de travaux, on embauche des artisans, on consomme, et cet argent permet justement la Guadeloupe de souffler. Parce que s'il n'y avait pas les fonctionnaires avec les 40%, on peut dire que la situation serait encore pire. Plus largement, quelle est votre lecture sur ces chiffres? Que dit-elle sur l'évolution de notre société guadeloupéenne? Ça veut dire qu'on est un pays qui est sous-développé. Un pays où il n'y a pas de création d'emplois, sinon des emplois dans le tertiaire, mais un pays où il n'y a pas de création de richesse, ce pays-là est en difficulté. Or, ce qu'on constate en Guadeloupe, c'est que vous avez des transferts publics et sociaux, mais comme il n'y a pas de création de richesse, l'argent repart. L'argent repart sous forme de consommation et sous forme d'importation. Donc le pays ne se développe pas réellement.
il y a une croissance sans développement, puisque les gens consomment, achètent des voitures, tout ça, mais le pays ne se développe pas parce qu'il n'y a pas de création de richesse. Un pays ne peut pas se développer s'il n'y a pas de création de richesse. Alors, richesse, quand je parle de richesse, ce n'est pas les commerçants, c'est des richesses au niveau de l'agriculture, de l'artisanat et de l'industrie. Et donc, ça manque en Guadeloupe. Donc, l'argent arrive sous forme de transferts publics et sociaux, et l'argent repart aussitôt. Avons-nous d'autres indicateurs pour se faire une idée de la réalité? Cette étude date de 2011, nous sommes en 2018. Est-ce qu'il existe des indicateurs en Guadeloupe pour justement savoir si la situation a évolué ou pas? Ben écoutez, moi j'ai discuté avec les gens de l'INSEE, la situation en pourcentage, ça n'a pas évolué, hein, ça a tendance à rester au même niveau. Ce qu'il y a aussi qui manque dans cette étude, parce qu'on a fait des études pour les prix, la vie chère, or ça aussi, il faut constater que la vie est nettement plus chère en Guadeloupe qu'en France. Donc ceux qui souffrent de pauvreté sont vraiment en difficulté parce qu'ils doivent s'approvisionner en denrées importées. Et d'une manière générale, je prends les produits alimentaires de base, c'est 59% de plus qu'en France. Donc vous voyez qu'il y a une misère qui est cachée en Guadeloupe. Les gens n'osent pas dire qu'ils sont dans la misère, mais il y a une vraie misère en Guadeloupe. Et cette misère-là peut provoquer à n'importe quel moment une explosion sociale. Merci, Alain Plaisir, d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir sur cette étude qui a été publiée récemment sur le site de l'INSEE. Nous allons tout de suite à Paris pour l'affaire Green Parrot. Contre toute attente, le procès d'Alfred Marie-Jeanne et de sa fille et de son gendre a été reporté à une date non définie. La plaidoirie de l'avocat des mises en cause a finalement payé. Le tribunal de Paris a statué le renvoi de l'ordonnance au ministère public pour la faire régulariser. Une victoire pour Alfred Marie-Jeanne. On regarde les explications de Solène Boissé. Alfred Marie-Jeanne est arrivé et repartira serein de cette audience. Pendant près de 2 heures, les avocats des différents prévenus ont plaidé pour la nullité de l'ordonnance de renvoi. Le procureur de la République a lui-même admis les irrégularités présentes dans ce document. La présidente de la 11e chambre du tribunal correctionnel a tranché. L'ordonnance sera renvoyée au ministère public pour la faire régulariser. En d'autres termes, c'est un retour à la case départ, mais pas pour Alfred Marie-Jeanne. Pour moi, c'est terminé. Oui. C'est le procès des autres. Oui. Mais je regarde ça avec indifférence, c'est tant pis pour eux. En fait, la philosophie de ce qui s'est passé aujourd'hui peut être résumée en une phrase: tel est pris qui croyait prendre. Nous avons assisté à quelque chose de très fort dans cette audience, c'est la marche arrière du parquet de Paris. Une affaire qui démarre en 2010 avec les révélations dans la presse d'un certain Green Parrot qui accuse le président du conseil régional d'avoir usé de son influence pour contracter le compagnon de sa fille, Mark Frampton, sur la reconstruction d'une école en Dominique. Dans ce dossier, Alfred Marie-Jeanne et sa fille comparaissent pour faux, usage de faux et prise illégale d'intérêt. Le fond du dossier n'aura finalement pas été abordé, mais la contre-attaque est déjà enclenchée. C'est au départ nous qui portons plainte pour diffamation. Et puis quand on sent que la diffamation prend des tournures un peu, on va dire, politiques, parce que c'est au départ politique, on met en scène autre chose. La plainte pour faux déposée par Alfred Marie-Jeanne et sa fille concernant le document présumé antidaté sera examinée en appel le 24 mai prochain. La décision de la Cour d'appel pourrait impacter ce procès, voire conduire à l'annulation des procédures à l'encontre du président de la collectivité territoriale de Martinique. Et restez sur ATV Guadeloupe. Dans quelques minutes, nous verrons ce que devient l'or extrait illégalement des sous-sols guyanais. Et puis focus ce soir sur le plus grand animal du monde, la baleine, étudiée avec passion par les élèves de l'externat de Saint-Joseph de Cluny. Le 14 mars dernier, en Guyane, la douane saisissait 8 kilos d'or lors d'un contrôle de routine. Une fois saisi, que devient ce métal précieux? Quelle retombée pour l'économie locale? Notre confrère Pierre Tréfou d'ATV Guyane a retracé le parcours de l'or saisi en Guyane. Une saisie impressionnante à Regina le 14 mars dernier dans le milieu de l'orpaillage. 6,5 kg d'or, natif, sans aucun justificatif, ont été retrouvés lors d'un contrôle routier. Les coupables, 3 quadragénaires dont une gérante d'une mine d'or et son mari. Une perquisition a été menée au domicile de la gérante le 16 mars et c'est 1,5 kg d'or supplémentaire qui a été retrouvé, soit 8 kilos en tout pour une valeur marchande de 276 000 €. Une recette que la Guyane ne verra pas.
Une problématique soulevée le 11 décembre 2012 à l'Assemblée nationale par le député Gabriel Serville. Il demande à ce que 50% des recettes qui découlent de la saisie d'or en Guyane reviennent en priorité aux communes isolées et enclavées et qui demeurent les plus impactées par l'orpaillage illégal. Les règles d'attribution affectent en fait cet or à la grâce que l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, aux parties civiles lorsqu'elles se font connaître et à la mission interministérielle de lutte contre les stupéfiants. L'orpaillage clandestin, comme vous l'avez dit, monsieur le député, a des effets dévastateurs sur la santé humaine, sur les écosystèmes forestiers et aquatiques et sur la sécurité, compte tenu des multiples trafics générés par cet orpaillage clandestin, sur les trafics de carburant, d'or, d'alcool, d'armes, de stupéfiants. Des personnes y perdent la vie. Des piroguiers, des villageois, des salariés, des gendarmes, des militaires. Il est donc légitime que les territoires qui en subissent les impacts soient accompagnés dans les réparations de ces impacts. J'ai déjà écrit au chef de cour de la cour d'appel de Cayenne pour les inviter à présenter des projets de lutte contre les stupéfiants ainsi qu'aux collectivités pour qu'elles fassent valoir les réparations qu'elles effectuent sur ces écosystèmes. Vous savez que j'ai décidé que l'identification et la saisie des avoirs criminels doivent constituer un axe fort de la politique pénale. Je l'ai rappelé pour Marseille, je l'ai rappelé pour la Corse. Il est essentiel que les territoires qui subissent ces effets dévastateurs puissent être accompagnés dans leur réparation. Le couple arrêté a été placé en détention provisoire. Chaque année, ce sont plus de 5 tonnes d'or illégal qui quittent le territoire, alors que seulement 5 kilos sont saisis. Leur chant unique dans l'océan et leur déplacement majestueux fascinent les petits comme les grands. Les baleines étaient au cœur d'un atelier organisé par l'Association des parents de l'enseignement libre. Un atelier passionnant suivi par Anne-Elisabeth Artsen. Faire de la science, c'est passionnant. C'est en ce sens que l'Association des parents de l'enseignement libre a invité l'association Mon École Ma Baleine à rencontrer ses élèves de CM2. L'association Mon École Ma Baleine a pour but de sensibiliser, donc surtout au niveau des écoles, mais on fait aussi des stands, des conférences pour adultes, donc sensibiliser à la protection donc, des cétacés et de leur milieu, en fait, de leur habitat, donc du milieu marin. C'est notre activité principale, donc effectivement, de la maternelle jusqu'au lycée, on fait des interventions. On sensibilise à peu près 9000 personnes par an. Donc elles viennent en Guadeloupe de janvier à mai pour se reproduire. Et le pic, c'est entre mars et avril, c'est là où il y en a le plus. Donc c'est maintenant qu'il faut ouvrir les yeux pour les observer. Donc au niveau de la pointe des châteaux, des Irades, Petite Terre, pointe de la Vigie, voilà, elles sont potentiellement partout autour de la Guadeloupe. Mais effectivement, les meilleurs endroits, c'est en hauteur et sur ces zones-là, quoi, dans le Nord Grande Terre. Pour Alexandra et Djemul, cette petite séance au cœur de l'univers des baleines a été l'occasion de réviser leurs connaissances sur ce mammifère marin. J'ai appris que les baleines venaient en Guadeloupe, dans les eaux chaudes, pour se reproduire et accoucher leurs baleineaux, et qui ne mangeaient pas pendant un mois et qui repartaient dans les eaux froides. C'était long, mais c'était bien. Je savais déjà que les baleines étaient en voie de disparition, mais je ne savais pas tout ça. Maintenant, il faut faire attention à ne pas jeter les déchets dans la mer, parce que ce qui se passe, c'est que les baleines, elles avalent le plastique et ça les asphyxie. Et surtout, c'est déjà une bonne chose que les eaux françaises interdisent la chasse des baleines. Il n'y a que 2 pays qui le font encore, donc c'est une bonne chose. Mais ce que j'ai appris, c'est qu'il faut protéger les baleines. Et je vous conseille de faire comme moi et d'essayer de protéger les baleines en les respectant. Je pense que c'est une très bonne idée pour sensibiliser la population. Les baleines seront donc présentes dans nos eaux et visibles surtout dans le Nord Grande Terre, mais également à la Désirade ou encore à Petite Terre, où elles y resteront environ 2 mois. Après avoir exercé auprès des plus grands, il est revenu dans son île natale pour partager son savoir-faire. Portrait ce soir du chef pâtissier chocolatier Fabrice Filin, de retour en Martinique depuis 2010. Il confectionne des gourmandises réalisées à base de produits locaux. Loïc Régis a poussé les portes de sa boutique. On regarde. Après un brillant parcours en France et dans le reste de l'Europe, Fabrice Filin est revenu chez lui en Martinique. Installé ici depuis 2010, il tient à relever le niveau de l'activité tout en valorisant les produits locaux.
Pour ce chocolatier, la culture martiniquaise de cacao doit encore se développer. En Martinique, nous n'avons pas suffisamment de ressources pour les professionnels. Et justement, le chocolat, c'est l'équivalence de ce que nos rhums, nos vins. Et les cépages, je pense qu'aujourd'hui, les cépages sont limités. Aujourd'hui, j'utilise un chocolat de Madagascar. Et justement, qui est assez, pour un chocolat au lait qui est assez acidulé, c'est intéressant et pauvre en sucre. Fort de plusieurs expériences dans des restaurants gastronomiques, Fabrice vend maintenant ses œuvres dans son propre stand. En Martinique, nous avons un terroir qui est très riche. Et aujourd'hui, importer les produits, en tout cas pour le chocolat et pour la pâtisserie, je pense qu'aujourd'hui, on peut retrouver une majeure partie des matières premières pour faire notre production. Et aujourd'hui, on a une richesse qui est impressionnante et qu'on peut travailler avec. Intrigués par des publications sur les réseaux sociaux, certains clients ont fait le déplacement spécialement pour déguster ces pâtisseries fines. De longues minutes d'attente, puis vient le moment de découvrir les multiples saveurs. C'est très fin, en fait le beurre salé relève le goût du cacao et on le ressent très fortement. Donc il faut aimer le chocolat corsé, j'ai envie de dire, mais c'est absolument délicieux. C'est moins sucré. C'est plus raffiné, vous savez, on a moins l'impression que ça prend dans la gorge. Donc c'est plus facile et puis on en mange plus facilement de haut. Dans cette foire au chocolat, plusieurs artisans proposent des gourmandises à base de cacao martiniquais. Une filière qui redémarre peu à peu. En tout cas, l'engouement est réel. Depuis 2015, nos producteurs replantent des cacaoyers chez eux sur leurs exploitations. Et donc d'ici 3-4 ans, on aura un boom de production en termes de cacao en Martinique. Et il y aura du volume dans 5 ans. À l'approche des fêtes de Pâques, le chocolat fait des émules. Fabrication artisanale ou production de groupes industriels cohabitent sur le marché pour le plus grand bonheur des gourmands. Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. Faites des réserves d'eau si vous habitez à Guayavé et puis dans le quartier de Carac aux Abîmes. Les coupures sont prévues chez vous demain soir à 18 h. L'équipe de l'établissement français du sang vous donnera rendez-vous demain à l'avenue de l'Europe à Saint-François toute la matinée. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler à la rédaction d'ATV Guadeloupe au 71 2 fois. Voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce jeudi 22 mars. Nous l'avons vu ce soir. La présidente du conseil départemental a inauguré ce matin la construction du second captage sur la rivière de Ferry à Déhay. Un captage qui va alimenter l'usine de la commune, ce qui la mettra à l'abri normalement des coupures d'eau. Et puis une réalisation symbolique qui a été suivie après de l'ouverture de l'antenne de l'Office de l'eau à Pointe-à-Pitre. L'établissement public qui est rattaché au conseil départemental a pour vocation d'accueillir les consommateurs. Sa principale mission en tout cas est de renouer la confiance publique. Et puis agonie du CHU, les coupures d'eau, augmentation du chômage. La Guadeloupe, nous le savons, traverse en ce début d'année de véritables tempêtes sociales. Nous avons souhaité connaître vos avis sur ces questions. Vos témoignages étaient dans ce journal. Et puis ce soir, nous étions à la découverte des baleines. Elles étaient étudiées avec passion aux ateliers de l'association des parents de l'enseignement libre afin de transmettre aux nouvelles générations l'amour de la science. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain à 18 h 45.